vous êtes un garçon de 7 ans qui joue dans votre village chrétien des Balkans. Lorsque les fonctionnaires ottomans frappent à votre porte, ils ne sont pas là pour payer les impôts ou le tribut. Ils sont là pour vous. Et vous ne reverrez jamais votre famille. L'Empire ottoman a duré plus de 6 siècles, s'étendant sur 3 continents et contrôlant le destin de millions de personnes. On s'en souvient pour sa magnifique architecture, ses puissants sultans et son génie stratégique. Mais derrière les façades dorées des palais et la gloire des conquêtes se cachaient des pratiques sexuelles si troublantes que même les observateurs contemporains peinaient à les documenter. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés ni de malentendus culturels. Il s'agissait de politiques systématiques qui ont transformé la sexualité humaine en arme de contrôle, d'exploitation et de terreur. Ce que vous allez découvrir provient des archives administratives ottomanes, des témoignages de diplomates et de voyageurs, ainsi que de preuves archéologiques révélant comment un empire a instrumentalisé les aspects les plus intimes de l'expérience humaine. Les pratiques que nous allons explorer n'étaient pas des aberrations. Il s'agissait de politiques institutionnelles qui ont façonné la vie de millions de personnes au fil des siècles. L'aspect le plus effrayant n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais la méthode avec laquelle tout cela a été organisé. Les Ottomans tenaient des registres méticuleux de tout, y compris de l'exploitation systématique des enfants, du fonctionnement des centres de castration forcée et de la gestion de l'esclavage sexuel à l'échelle industrielle. Ces documents existent encore aujourd'hui, classés dans les archives, attendant que des historiens courageux les examinent. Mais avant de continuer, si vous aimez l'histoire sombre et oubliée, pensez à vous abonner et à commenter d'où vous regardez. Cela nous aide beaucoup à produire d'autres vidéos comme celle-ci. Revenons à la vidéo. Commençons par la pratique peut-être la plus dévastatrice psychologiquement, le système de Devshimé, aussi connu sous le nom de prélèvement sur les enfants ou d'impôt sur le sang. Tous les 2 ou 3 ans, les fonctionnaires ottomans parcouraient les villages chrétiens des Balkans pour effectuer ce qu'ils appelaient des collectes. Mais il ne s'agissait pas de collecter des impôts ou des biens. Il s'agissait de collecter des enfants. Le processus était d'une efficacité redoutable. Les fonctionnaires arrivaient dans chaque village avec des registres détaillés indiquant précisément le nombre de familles chrétiennes qui y vivaient, le nombre de garçons en âge de participer et la date de la dernière contribution du village à la collecte. Ils tenaient des tableaux de la misère humaine, traquant les enfants comme du bétail à travers leur empire. Les garçons âgés de 7 à 20 ans étaient des cibles de choix, même si la tranche d'âge préférée était beaucoup plus jeune. Certains documents montrent que des enfants de 4 ans seulement furent enlevés, arrachés des bras de leur mère par des fonctionnaires qui considéraient leurs larmes comme le simple prix à payer pour l'administration impériale. Le processus de sélection était méthodique et cruel. Les fonctionnaires examinaient chaque garçon comme s'ils achetaient des chevaux, vérifiant leur santé, leur intelligence et leur développement physique. Mais voici ce qui rend cette pratique particulièrement horrible, ces enfants n'étaient pas emmenés pour mourir dans les mines ou les champs. Ils étaient amenés à servir l'Empire de la manière la plus intime possible. Les garçons les plus brillants et les plus séduisants étaient envoyés au palais où ils étaient convertis à l'islam, recevaient de nouveaux noms et étaient formés pour servir les besoins personnels du sultan. Il ne s'agissait pas seulement d'acquérir des serviteurs. Il s'agissait d'une reconstruction psychologique complète. Les enfants étaient immédiatement séparés de toute personne parlant leur langue. Il leur était interdit d'utiliser leur nom de naissance ou de parler de leur famille. Tout signe d'attachement à leur vie antérieure leur était ôté. En quelques mois, la plupart ne se souvenaient même plus de leur nom d'origine. Ils devinrent des pages blanches sur lesquelles l'Empire pouvait inscrire l'identité qui lui convenait. Nombre d'entre eux étaient destinés au corps des janissaires, l'unité militaire d'élite de l'Empire. Mais même ce destin apparemment honorable comportait un sombre revers. Les janissaires étaient censés rester célibataires et entièrement dévoués au sultan. Leur seule relation intime était entre eux, créant une culture militaire où les relations homosexuelles étaient non seulement tolérées, mais institutionnalisées. L'Empire créa même une unité militaire spécifique, le bataillon de chevalerie, pour gérer ces relations. Il ne s'agissait pas d'un arrangement informel, mais d'une formation militaire officielle dotée de sa propre structure de commandement, de ses propres règlements et de ses propres objectifs. Le bataillon avait pour vocation spécifique de canaliser et de contrôler les relations homosexuelles au sein du corps des janissaires,
veillant à ce que les tensions sexuelles ne perturbent pas la discipline militaire. Les archives historiques décrivent le fonctionnement de ce bataillon avec des détails troublants. Ses membres occupaient des postes privilégiés et avaient accès à des ressources inaccessibles aux autres soldats. Elles étaient essentiellement des partenaires professionnels pour officiers supérieurs, leur service militaire étant indissociable de leur disponibilité sexuelle. L'Empire avait créé un système où l'avancement militaire dépendait de la soumission sexuelle à ses supérieurs. Mais le système d'Eve Sherman avait un objectif encore plus sombre. Les garçons les plus séduisants, jugés trop beaux pour le service militaire, étaient condamnés à un tout autre sort. Ces enfants étaient destinés aux appartements privés du palais, où ils serviraient le sultan et ses courtisans d'une manière qui défie l'entendement moderne. Certains de ces garçons étaient castrés pour devenir des eunuques. Le processus était brutal et souvent fatal. La plupart des castrations étaient pratiquées en Égypte ou en Éthiopie, où l'interdiction de la pratique par la loi islamique pouvait être contournée en faisant appel à des chrétiens ou à des juifs. Le taux de mortalité était effarant. Les récits historiques suggèrent que seulement 10% des garçons castrés ont survécu à l'intervention. Pensez un instant. L'Empire était tellement déterminé à acquérir une X qu'il était prêt à tuer 9 garçons sur 10 pour obtenir un survivant. Les calculs mathématiques de ce système sont effrayants. S'il lui fallait 100 X, il était prêt à mutiler 1000 enfants, et à en voir 900 mourir au passage. Les survivants ont connu un sort que beaucoup considéraient comme pire que la mort. Les garçons africains se voyaient généralement retirer l'intégralité de leurs organes génitaux, devenant ce que les Ottomans appelaient des eunuques noirs. Ces eunuques étaient considérés comme plus dignes de confiance auprès des femmes du sultan et accédaient souvent à des postes de pouvoir importants au sein de la hiérarchie du palais. Les garçons européens des Balkans se voyaient généralement retirer uniquement les testicules, devenant des eunuques blancs, occupant principalement des fonctions administratives. L'impact psychologique sur ces enfants ne saurait être surestimé. Ils étaient non seulement mutilés physiquement, mais complètement privés de toute possibilité de relations humaines normales. Ils ne pouvaient ni se marier, ni avoir d'enfants, ni connaître l'intimité sexuelle telle que la nature l'avait voulu. Ils n'existaient que pour servir un empire qui leur avait tout volé, y compris leur humanité fondamentale. Mais la castration n'était pas le seul sort réservé aux beaux garçons dans le système ottoman. Certains étaient désignés comme danseurs tchèques, de jeunes artistes masculins qui se déguisaient en femmes et se produisaient lors de fêtes et de célébrations. Ces garçons occupaient un espace troublant entre les genres, ni pleinement masculin ni pleinement féminin aux yeux de la société ottomane. Le public de ces spectacles était connu pour son comportement violent. Des récits historiques décrivent des hommes tellement excités par les jeunes danseuses qu'ils se battaient pour avoir l'occasion de les agresser sexuellement. Des verres étaient brisés, des voix s'éteignaient à force de cris, et des personnes étaient parfois tuées dans le chaos qui entourait ces spectacles. Les danseurs eux-mêmes n'étaient protégés contre cette violence. On attendait d'eux qu'ils se soumettent à toutes les avances. Leur corps était traité comme un divertissement pour des foules d'hommes ivres et agressifs. Cette pratique fut tellement associée à la violence sexuelle qu'elle fut finalement réprimée, mais seulement après que des générations de garçons eurent été soumis à ces abus systématiques. La pratique la plus inquiétante était peut-être le système tafsolant. Ce terme se traduit approximativement par « bunny boys », un euphémisme qui dissimule mal l'horrible réalité qu'il décrit. Il s'agissait de jeunes garçons chrétiens, généralement grecs ou originaires d'autres régions d'Europe, amenés au palais spécialement pour la satisfaction sexuelle de hauts fonctionnaires. Contrairement à d'autres formes de service au palais, le système tafsanolien fonctionnait dans le plus grand secret. Ces garçons n'avaient aucun statut officiel, aucune protection légale, aucun espoir d'avancement ni de liberté. Ils n'existaient que comme objets sexuels pour le divertissement de leur maître, à l'abri des regards et des archives historiques. Ce système était délibérément maintenu secret et restreint, mais son existence révèle un élément crucial des pratiques sexuelles ottomanes. Il ne s'agissait pas de différences culturelles ou de normes morales différentes. Il s'agissait d'une exploitation sexuelle systématique des enfants, organisée et entretenue par les plus hautes sphères du gouvernement. Les garçons intégrés à ce système étaient confrontés à une réalité qui défiait tous les liens naturels connus de l'humanité.
Les parents ne recevaient aucune nouvelle du sort de leurs enfants. Ni lettre, ni visite, rien que le silence éternel de la perte. Certaines familles attendaient des décennies leur fils qui ne reviendrait jamais, s'accrochant à l'espoir que, quelque part dans les vastes territoires ottomans, leurs enfants se souvenaient encore de leur patrie. Les archives de l'Empire témoignent de la cruauté calculée de cette séparation. Les autorités déplaçaient délibérément les enfants le plus loin possible de leur région natale, s'assurant que même si un garçon parvenait à s'échapper, il n'aurait aucun moyen de retrouver son village. Les barrières linguistiques étaient insurmontables. Un garçon enlevé dans un village serbe pouvait se retrouver à Constantinople, entouré de turcophones, d'arabes et de persans. Sa langue maternelle devenant une relique inutile d'un passé qu'il lui était interdit de reconnaître, la destruction psychologique allait bien au-delà d'une simple séparation. Le processus de conversion visait à effacer non seulement l'identité religieuse, mais aussi la mémoire culturelle elle-même. Les garçons recevaient de nouveaux noms qui ne ressemblaient en rien à leur nom de naissance. On leur enseignait que leurs vies antérieures avaient été marquées par l'ignorance et le péché, que leurs familles étaient des infidèles méritant d'être conquises. On les forçait à participer à des rituels qui bafouaient leur foi passée, allant jusqu'à leur faire cracher sur des croix ou brûler des textes chrétiens. L'aspect le plus dévastateur, psychologiquement parlant, résidait dans la façon dont le système transformait les victimes en bourreaux. Les garçons qui survivaient au traumatisme initial et s'adaptaient à la vie de palais devenaient souvent ceux qui sélectionnaient la génération suivante de victimes. Ils retournaient dans les Balkans à l'âge adulte, désignant les enfants les plus séduisants dans des villages semblables à ceux qu'ils avaient autrefois considérés comme leur foyer. L'Empire avait perfectionné un cycle de traumatisme qui assurait sa propre perpétuation. Au-delà du système de prélèvement sur les enfants, on découvre une autre forme d'exploitation sexuelle ottomane, à une échelle encore plus vaste. L'approche de l'Empire en matière de sexualité féminine a créé un marché de la chair humaine qui éclipsait tout ce qui se faisait dans le monde contemporain. Il ne s'agissait pas simplement de concubinage ou de coutumes matrimoniales. Il s'agissait de la marchandisation systématique du corps des femmes à l'échelle industrielle. Les marchés aux esclaves de Constantinople fonctionnaient avec l'efficacité des entreprises modernes. Les femmes étaient catégorisées, tarifées et vendues selon une hiérarchie complexe qui réduisait les êtres humains à de simples marchandises. Les femmes africaines atteignaient des prix différents de ceux des femmes européennes. Les vierges valaient plus cher que les non-vierges. Les jeunes filles se vendaient plus cher que les femmes mûres. L'Empire avait établi des barèmes de prix détaillés pour la sexualité humaine. Les documents conservés révèlent la froideur de ce commerce. Une jeune fille africaine typique pouvait se vendre entre 1500 et 2500 kurus si elle était destinée aux tâches ménagères. Mais si elle était destinée à un usage sexuel, le prix pouvait doubler, voire tripler. Les femmes européennes, notamment celles originaires de Grèce ou des Balkans, atteignaient des prix encore plus élevés, certaines se vendant pour des sommes équivalentes à de petites fortunes. La catégorie la plus chère était réservée à ce que les Ottomans appelaient les odalisques, des femmes spécialement entraînées pour le service sexuel dans les harams impériaux. Ces femmes pouvaient se vendre pour des dizaines de milliers de kurus, leur valeur étant déterminée par leur beauté, leur formation et leur fertilité perçue. L'Empire entretenait des centres de formation où les femmes capturées apprenaient les arts de la séduction, du massage et de la performance sexuelle, transformant ainsi des captives traumatisées en objets raffinés. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Derrière chaque transaction se cachait un être humain arraché à sa famille, dépouillé de son identité et réduit à l'état d'objet sexuel pour le plaisir de son acquéreur. Le système juridique de l'Empire n'offrait aucune protection à ces femmes. Un homme pouvait exploiter sexuellement ses esclaves sans aucune conséquence juridique. Si une esclave tombait enceinte, ses enfants appartenaient entièrement à son maître, qui pouvait les vendre, les tuer ou les utiliser à sa guise. L'ampleur de ce commerce était stupéfiante. Constantinople à elle seule abritait en permanence des centaines de milliers de femmes esclaves. L'expansion de l'Empire en Afrique, dans le Caucase et en Europe de l'Est était en partie motivée par la demande insatiable de nouvelles femmes. Les campagnes militaires étaient planifiées non seulement pour conquérir des territoires, mais aussi pour acquérir des ressources humaines, les commandants calculant le nombre de femmes qu'ils pouvaient espérer capturer à chaque conquête.
Le traitement réservé à ces femmes dans les harams révèle une autre dimension de la cruauté sexuelle ottomane. L'image populaire des harams, espaces luxueux peuplés de concubines choyées, ne correspond pas à la réalité historique. La plupart des femmes du haram vivaient dans une peur constante, rivalisant désespérément pour l'attention qui les ferait passer du statut de simples esclaves à celui de concubines privilégiées. Cette compétition était délibérément encouragée par la conception même du système. Les femmes étaient mises en compétition les unes avec les autres dans des démonstrations élaborées destinées à divertir leurs maîtres. Elles étaient contraintes d'accomplir des actes de plus en plus dégradants pour se distinguer de leurs rivales. Celles qui refusaient de plaire s'exposaient à des châtiments allant des coups à la famine, voire à l'exécution pure et simple. La guerre psychologique au sein de ces espaces était aussi systématique que n'importe quelle campagne militaire. Les femmes étaient encouragées à se dénoncer mutuellement, à saboter leurs rivales et à former des alliances temporaires susceptibles d'être rompues à tout moment. L'Empire avait créé des environnements où les liens naturels entre les femmes étaient corrompus et transformés en armes de destruction mutuelle. Le sort des enfants nés dans ce système était peut-être le plus inquiétant. Les archives de l'Empire montrent que l'infanticide était monnaie courante, en particulier pour les enfants nés de mères africaines. Les enfants métis issus de ces unions étaient souvent tués immédiatement après leur naissance. Leur existence était perçue comme une complication gênante dans le système d'exploitation sexuelle. Les observateurs contemporains ont noté l'absence d'enfants métis à Constantinople, malgré la présence évidente de milliers de femmes africaines vivant des relations sexuelles avec des hommes turcs. La conclusion était inéluctable. Ces enfants étaient systématiquement éliminés afin de maintenir les hiérarchies raciales que l'Empire considérait comme essentielles à son ordre social. Les femmes qui survivaient assez longtemps pour ne plus être désirées sexuellement étaient confrontées à des destins souvent pires que la mort. Elles pouvaient être vendues à des maisons closes, abandonnées dans la rue, ou tout simplement tuées pour laisser la place à des remplaçantes plus jeunes. L'Empire ne disposait d'aucun système de retraite pour les concubines épuisées, ni d'aucun plan de retraite pour les femmes ayant passé leur jeunesse au service des plaisirs impériaux. Le cadre juridique qui sous-tendait ce système révèle à quel point l'exploitation sexuelle était profondément ancrée dans la gouvernance ottomane. Les lois stipulaient explicitement que le viol d'une femme libre était passible de la peine de mort, tandis que le viol d'une esclave était passible d'une amende équivalent à une atteinte à la propriété. L'Empire avait créé un système de valeurs humaines à deux vitesses qui rendait la violence sexuelle systématique non seulement légale, mais aussi économiquement rationnelle. Le caractère systématique de ces pratiques devient encore plus terrifiant lorsqu'on examine comment l'Empire a institutionnalisé la violence sexuelle comme un divertissement. Les exécutions publiques n'étaient pas seulement une forme de punition. Il s'agissait de créer des spectacles où l'humiliation sexuelle occupait une place centrale. Les criminels reconnus coupables d'infractions sexuelles étaient condamnés à des peines conçues pour refléter leurs crimes de la manière la plus dégradante possible. Mais l'Empire alla plus loin, transformant ces exécutions en festivals où les foules se rassemblaient pour assister à des démonstrations élaborées de torture sexuelle. Le public ne se contentait pas d'observer passivement. Il participait, lançant des suggestions, pariant sur la survie des victimes, traitant la souffrance humaine comme un sport. L'approche de l'Empire en matière de justice révélait une société qui avait complètement normalisé la violence sexuelle. Le viol n'était pas seulement un crime punissable. C'était un outil de l'État, une façon de démontrer son pouvoir, une forme de divertissement pour les masses. Les codes juridiques ne se contentaient pas d'autoriser cette violence. Ils la réglementaient, créant des procédures détaillées sur la manière dont la torture sexuelle devait être pratiquée afin de maximiser à la fois la souffrance et le spectacle. Les vestiges archéologiques découverts sur les lieux d'exécution corroborent ces récits horribles. Les fouilles ont mis au jour des vestiges témoignant de mutilations systématiques allant bien au-delà du simple meurtre. Les corps ont été violés selon des modalités suggérant une torture prolongée visant spécifiquement à détruire l'identité sexuelle des victimes avant de mettre fin à leur jour. L'Empire avait perfectionné l'art d'utiliser la sexualité comme arme de dégradation ultime. Mais l'aspect le plus effrayant des pratiques sexuelles ottomanes était peut-être la façon dont elles ont créé une culture où cette exploitation semblait normale. Les enfants grandissaient dans une société où la traite des êtres humains était visible à chaque coin de rue.
Les jeunes apprenaient que les corps pouvaient être achetés et vendus comme n'importe quelle autre marchandise. Des générations entières ont été élevées dans l'idée que la violence sexuelle n'était pas un comportement aberrant, mais un acte naturel. Le système éducatif de l'Empire a renforcé ces attitudes par un enseignement religieux qui présentait l'esclavage sexuel comme une sanction divine. On enseignait aux enfants que réduire les infidèles en esclavage était un devoir religieux, que l'usage de leur corps était une récompense pour les fidèles, et que résister à ces pratiques revenait à résister à Dieu lui-même. L'endoctrinement systématique garantissait que chaque génération perpétuerait les mêmes cycles d'abus qui avaient traumatisé leurs parents. L'impact psychologique s'étendait bien au-delà des victimes immédiates. Les familles vivaient dans la terreur constante de voir leurs enfants enlevés. Les parents mutilaient leurs propres fils et filles, leur laissant des cicatrices au visage ou leur brisant des membres pour les rendre moins désirables aux yeux des collectionneurs ottomans. L'Empire avait créé une société où des parents aimants se sentaient obligés de faire du mal à leurs enfants pour les protéger d'un sort pire. Les motivations économiques sous-jacentes à ces pratiques révèlent à quel point l'exploitation sexuelle était profondément ancrée dans les fondements de l'Empire. La traite des esclaves n'était pas une activité secondaire. C'était un pilier des finances impériales, générant des revenus qui finançaient l'expansion militaire, la construction de palais et les opérations administratives. Le budget de l'Empire reposait sur la destruction systématique de la dignité humaine sur 3 continents. Des routes commerciales furent établies spécifiquement pour faciliter le trafic d'êtres humains. Les accords diplomatiques comportaient des clauses régissant l'échange d'esclaves. Les stratégies militaires intégraient des calculs sur le nombre de personnes pouvant être capturées et vendues. L'Empire avait créé toute une infrastructure dédiée à la marchandisation de la sexualité humaine. La documentation de ces pratiques est d'une précision troublante, car les Ottomans étaient des archivistes méticuleux. Ils tenaient des registres retraçant l'âge, l'origine et le prix des esclaves. Ils tenaient des inventaires des harems du palais, répertoriant les femmes comme les meubles ou le bétail. Ils conservaient la correspondance entre les fonctionnaires, discutant des préférences sexuelles de leurs supérieurs et des moyens de les satisfaire par des achats stratégiques. Ces documents subsistent aujourd'hui dans les archives de toute la Turquie, apportant la preuve indéniable d'une exploitation sexuelle systématique qui a duré des siècles. Les bureaucrates de l'Empire documentaient leurs crimes avec la même minutie qu'ils apportaient à la collecte des impôts ou à la planification militaire. Ils ne voyaient rien de honteux dans leurs actes, car ils vivaient dans une société qui avait complètement banalisé l'exploitation sexuelle des populations vulnérables. La réaction internationale à ces pratiques révèle à quel point le système ottoman a corrompu les relations diplomatiques. Les ambassadeurs étrangers rédigèrent des rapports détaillés sur les horreurs sexuelles dont ils furent témoins, mais les présentèrent comme des différences culturelles plutôt que comme des violations des droits humains. Les puissances européennes qui auraient pu intervenir étaient trop occupées à tirer profit des routes commerciales ottomanes pour risquer des incidents diplomatiques concernant le sort des enfants et des femmes réduits en esclavage. L'influence de l'Empire a propagé ces pratiques bien au-delà de ses frontières. Les coutumes sexuelles ottomanes ont été adoptées par les États clients et les partenaires commerciaux qui les considéraient comme des approches sophistiquées de gestion de la population. L'exploitation systématique de la sexualité est devenue un modèle imité par d'autres puissances, propageant ainsi la violence sexuelle propre à l'Empire à travers le monde connu. Alors que l'Empire ottoman amorçait enfin son déclin au XIXe et XXe siècle, ces pratiques n'ont pas simplement disparu. Elles ont évolué, se sont adaptées et ont trouvé de nouvelles formes d'expression. L'infrastructure d'exploitation sexuelle, en place depuis des siècles, a laissé de profondes cicatrices culturelles qui ont persisté longtemps après l'effondrement de l'Empire. L'aspect le plus tragique de ce système a été la façon dont il a détruit la possibilité de relations humaines normales pour des millions de personnes, de génération en génération. Les enfants ayant survécu à un traumatisme sexuel ont grandi sans pouvoir nouer de liens sains avec les autres. Les femmes ayant échappé à l'esclavage portaient des blessures psychologiques qui ne se sont jamais refermées. Les hommes qui ont participé à ces systèmes d'exploitation ont perdu la capacité d'éprouver une véritable intimité ou compassion. Les pratiques sexuelles de l'Empire ottoman constituent l'un des exemples les plus systématiques de l'histoire de la façon dont le pouvoir peut corrompre tous les aspects de l'expérience humaine. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés ni de malentendus culturels.
Il s'agissait de politiques délibérées visant à réduire les êtres humains à l'état d'objets destinés à la satisfaction des détenteurs du pouvoir. L'Empire a créé une civilisation entière fondée sur la destruction systématique de la dignité humaine. Les conséquences de cette destruction se sont fait sentir à travers les siècles. Aujourd'hui, alors que nous examinons ce sombre chapitre de l'histoire humaine, nous sommes confrontés à des questions dérangeantes sur le pouvoir, l'exploitation et la capacité des êtres humains à infliger des souffrances à autrui. Les pratiques sexuelles de l'Empire ottoman nous rappellent que la civilisation est bien plus fragile qu'on ne le croit, et que la déshumanisation systématique des populations vulnérables peut se banaliser avec une facilité déconcertante. Les archives recèlent des traces qui attendent les historiens assez courageux pour les examiner. Des vestiges archéologiques continuent d'émerger des sites de fouilles des anciens territoires ottomans. L'héritage génétique de ces pratiques est encore visible dans les études démographiques menées sur 3 continents. L'histoire ne disparaît pas simplement parce qu'elle nous met mal à l'aise. Elle ne disparaît pas. Comprendre ces pratiques ne consiste pas à condamner la Turquie moderne ou l'islam. Il s'agit de reconnaître comment les structures de pouvoir peuvent corrompre la sexualité humaine et transformer les relations intimes en armes de contrôle. Il s'agit de se souvenir des millions de victimes dont les souffrances ont été largement oubliées par l'histoire. Et de veiller à rester vigilant face aux conditions qui permettent à une telle exploitation systématique de prospérer. L'Empire ottoman a perduré plus de 6 siècles et a contrôlé la vie de millions de personnes. Son approche de la sexualité humaine a façonné l'expérience d'innombrables générations et laissé des cicatrices qui persistent encore aujourd'hui. Il ne s'agissait pas de pratiques ancestrales venues d'un monde lointain. Le dernier sultan ottoman fut déposé en 1922, de mémoire d'homme. Cette histoire est plus proche qu'on ne le pense, et ses leçons restent douloureusement pertinentes. L'aspect le plus horrifiant des pratiques sexuelles ottomanes n'était pas leur brutalité, bien qu'extrême. C'était leur caractère systématique, leur normalisation et leur intégration à tous les aspects de la gouvernance impériale. L'Empire avait créé une véritable machine à exploiter sexuellement les êtres humains. Et cette machine a fonctionné avec une efficacité bureaucratique pendant des siècles. Comprendre comment de tels systèmes se développent et perdurent est crucial pour empêcher leur retour sous de nouvelles formes. La dignité humaine n'est pas négociable. Indépendamment des structures de pouvoir, des différences culturelles ou du contexte historique, les pratiques sexuelles de l'Empire ottoman représentent un abandon complet de ce principe, et les conséquences ont été catastrophiques pour des millions de personnes au fil des siècles. Leurs histoires méritent d'être commémorées, leurs souffrances reconnues et leur humanité restaurée par la vérité historique.